Bonjour et bienvenue dans Et pourquoi pas. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va traiter d'un sujet assez passionnant et complètement d'actualité. On va parler des freelances face à l'éternel CDI. On va voir l'évolution du marché, on va en parler. Je suis très bien entourée par mes invités aujourd'hui, vous allez le voir. Et toujours par Waïb, expert comptable, qui est avec moi et je ne jure que par lui. Comment tu vas? Très bien, et Ça va? toi? Hâte de commencer. Super. Alors aujourd'hui, on accueille une invitée toute particulière, Madame la ministre, Olivia Grégoire, ministre chargée des TPE-PME. Bonjour Madame la ministre. Bonjour et merci de l'invitation. J'ai en charge les PME, le commerce, l'artisanat, le tourisme, beaucoup d'univers où il y a beaucoup de freelance et beaucoup d'indépendants. Donc merci de m'avoir invité. Et vous allez nous éclairer là-dessus. On a également Alec Henry. Bonjour Alec. Bonjour, Bienvenue. merci. Greg Lotelier. Bonjour. Et puis nous avons Émilien Pécoul qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. D'après une étude Eurostat, la France compte plus d'1 million de freelances. Et surtout, depuis 2009, il y a eu une explosion. On est à plus de 92% d'auto-entrepreneurs. Bref, aujourd'hui, le marché change. On va en parler, on va comprendre tout ça. Madame la ministre, vous pouvez nous parler un peu de cette tendance, s'il vous plaît? Je crois que cette tendance, vous l'avez mentionné, elle a différentes causes. Cette tendance à l'indépendance. En histoire, on dit souvent qu'il y a des causes profondes et des causes immédiates. Oui. Je crois que la cause immédiate, c'est effectivement la crise du Covid qu'on a vécue. Et c'est effectivement ces dernières années qui ont été difficiles. Mais je crois qu'il y a une cause plus profonde que ces causes conjoncturelles et immédiates. Et d'ailleurs, pas mal d'études, je me suis permis de prendre quelques notes avant, évidemment, d'avoir le plaisir d'être ici. Je crois qu'on a des mutations très profondes dans le rapport au travail, dans l'appétence au travail, et on va en parler. J'ai à cœur surtout de vous écouter. Euh, et en fait, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'on n'aime pas trop les bonnes nouvelles, mais la très bonne nouvelle, c'est que dans ce pays, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de prendre leurs risques. Jamais dans l'histoire des créations d'entreprises, jamais dans toute l'histoire économique de France, on avait atteint le niveau de création d'entreprises qu'on a atteint en 2021. Un peu plus d'1 million d'entreprises créées. Et en réalité, il y a derrière ça des fondamentaux. Beaucoup de gens, et je peux les comprendre, parce que j'ai aussi fait ce choix-là avant d'être ministre, Bah et oui, parce que c'est j'ai eu l'immense honneur d'être indépendante et une fameuse travailleuse non salariée. J'espère qu'on y reviendra. Les TNS. Alors vous dites 1 million de freelance, mais on va élargir. Il y a à peu près entre 3,5 millions et 4 millions de gens qui, dans ce pays, se lèvent le matin pour construire leur réussite, leur développement, leur richesse, employer parfois des gens et grandir en TPE ou en PME. Mais ça n'est pas anodin, c'est plus de 3,5 millions d'auto-entrepreneurs, d'indépendants, avec des gens très différents. J'espère qu'on en reparlera parce qu'on dit toujours les indépendants, mais il y a dans les indépendants des gens très très différents. Vous avez une infirmière libérale, vous avez des vignerons indépendants, vous avez des auto-entrepreneurs, vous avez des freelances. Des gens qui osent, en Vous fait. avez des avocats, vous avez des professions libérales comme les notaires, vous avez énormément de gens. Quand on parle des salariés ou des actifs, on a ce qu'on appelle des nomenclatures, les ouvriers, les employés. Quand on parle des indépendants, on parle de gens qui, pour certains, gagnent 20 000 euros annuels, pour d'autres, 300 ou 400 000 euros annuels, qu'on range sous une même case, C'est un fourre-tout. les indépendants. C'est un fourre-tout. C'est en réalité des gens très différents. Pour l'immense partie d'entre eux, des gens qui ont une qualité de vie, j'espère qu'on en parlera aussi, qui n'est pas, à mon sens, à la hauteur. Et on a encore beaucoup de boulot pour accompagner les indépendants, pas tant sur l'item du revenu, parce que l'indépendant, il est indépendant, il crée sa richesse et c'est le choix qu'il a fait, Mhm. avec les difficultés qui vont avec. On dort moins bien, mais on est libre. Et la liberté, moi, je crois que c'est la valeur cardinale. Mais on doit améliorer ce qu'on appelle le statut. À quoi j'ai droit ou pas droit quand je suis indépendant? Ça, c'est une vraie question à laquelle j'essaye de répondre et je vais essayer de prendre des positions dans les mois qui viennent. Alors justement, on va se nourrir un peu des entrepreneurs qui sont sur ce plateau. Bah, par exemple, Alec, pourquoi est-ce que vous pensez que ça s'est autant développé ces dernières années? Et puis, vous, racontez-nous un petit peu ce que vous avez monté, parce que c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que disait Madame la ministre il y a quelques instants. Le mot liberté résonne auprès des Oui. gens et de plus en plus. Et c'était mon cas. Je n'ai jamais entrepris pour vouloir être riche ou quoi que ce soit, mais surtout pour être libre. Et de plus en plus de gens, justement, de par le fait que les barrières à l'entrée sont complètement différentes, que l'avènement et le phénomène du freelancing est devenu de plus en plus populaire, qu'il y a de plus en plus de possibilités,
que l'accessibilité à l'information est aussi différente. Et donc l'éducation l'est d'autant plus. Les gens osent davantage, que ce soit au niveau de la confiance qu'ils ont en soi pour pouvoir mettre en place leur projet Oui. ou leur capacité à la rendre possible. Et nous, c'est ce pourquoi on se bat au quotidien avec nos équipes chez entrepreneurs.com, c'est de rendre accessible la bonne information, les accompagner dans cette quête de la liberté grâce à l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui pour moi le moyen le plus simple et accessible en partant de zéro, ce qui était mon cas, d'arriver à une certaine liberté. Que l'on soit dans une dynamique de freelance ou que l'on ait vraiment l'envie de créer une entreprise. Émilien, justement, vous accompagnez les entrepreneurs en devenir. Alors nous, ce qu'on accompagne effectivement, c'est les auto-entrepreneurs. Et là-dessus, en effet, il y a plein de choses à dire sur ce qui vient d'être dit. C'est passionnant. Moi, en effet, j'ai fait 15 ans de freelancing avant de me lancer. Et c'est vrai que naturellement, à l'époque, c'était beaucoup moins structuré qu'aujourd'hui. Mhm. Et du coup, naturellement, les freelances se rapprochaient des autres freelances pour trouver des informations, pour trouver de l'aide, pour trouver, bah, toi, comment tu trouves des clients, comment Mm. s'appelle ton comptable, etc. Et là, de plus en plus, effectivement, on a un marché qui se structure parce qu'en effet, les créations ont explosé. C'est largement porté par la création d'auto-entreprises. Et ça, c'est quelque chose dont on peut effectivement se féliciter. Moi, j'adore les bonnes nouvelles aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui est particulier à la France et qui est vraiment une très bonne nouvelle. C'est ce nombre d'entrepreneurs et en particulier d'auto-entrepreneurs parce qu'il y a toute une réflexion qui a été faite sur comment faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, notamment pour les solo-entrepreneurs, en enlevant un maximum de charges et en ayant quelque chose de vraiment très simple. Alors, je pense à charge mentale, administrative, et vraiment quelque chose de très simple pour pouvoir se lancer. Mais on sent que c'est vraiment effectivement un phénomène de fond. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on entend souvent, et à mon avis, c'est une fausse vérité, oui, tout ça, c'est à cause du Covid, etc., ça va retomber. Non. Pas du tout. Le Covid, c'est un effet amplificateur, mais comme je disais, nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on observe ce mouvement-là. Effectivement, dans les années 2010, c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui d'être en freelance, alors qu'aujourd'hui, ça devient quasiment, surtout dans certains secteurs d'activité, un vrai, c'est presque une Un vrai exception de plus. ne pas l'être. Absolument, et on va en parler. Vous, Greg, vous avez monté un collectif d'entrepreneurs, c'est ça? Racontez-nous. Oui, c'est ça. Alors, nous, on a monté il y a quelque temps un collectif de freelance. C'est une forme qui marche de mieux en mieux pour les freelances aujourd'hui. C'est justement de se réunir, hein, parce qu'on a aussi cette particularité des profils freelance qui sont seuls Mhm. aussi. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des problématiques. On en a déjà un peu parlé sur les problématiques légales, juridiques, administratives qu'il faut affronter seul. Mais il faut se rendre compte aussi de ce qu'est le quotidien d'un freelance aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de freelances vont intervenir auprès d'entreprises dans lesquelles ils vont être au milieu d'autres gens qui, eux, sont salariés. Ils vont se retrouver à travailler sur les mêmes sujets, aux mêmes endroits, de la même manière, mais ils seront toujours un petit peu différents quand même, parce qu'avec d'autres sujets, d'autres problématiques à régler de leur côté. Et donc là, la force du collectif est vraiment intéressante aussi. Donc notre collectif s'appelle Titan, on est une centaine aujourd'hui, et c'est vrai que ça permet déjà dans un premier temps d'avoir des gens qui puissent échanger entre eux des problématiques communes qu'ils ont. Et puis après, il y a un gros sujet qu'on évoquera, j'espère, par la suite, pour les freelances, qui est de trouver des missions. Et ça aussi, l'interface, on va dire, du collectif est aussi un gros point fort pour aider justement les freelances dans ce domaine-là. Bon, il y a un nouveau marché en fait qui se crée. Qu'est-ce que vous remarquez, Madame la Ministre, sur l'évolution du marché du travail dans sa globalité finalement? 3 choses que je partage avec vous, c'est des chiffres assez intéressants. Au moment où on se parle, je vais citer les sources parce que je trouve que c'est plus sérieux. Selon une étude de l'Institut Opinionway, pour l'ANACT, au moment où on se parle, 4 actifs sur 10 salariés se disent prêts à quitter leur CDI pour embarquer soit dans une entreprise qu'ils créeraient, soit déclarent avoir des velléités d'indépendance. 40% des salariés au moment où on se parle. Deuxièmement, INSEE, fin 2021, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, ils sont importants. Il y a à peu près 1 million de freelance, 4 millions de travailleurs non salariés. Freelance, c'est une partie. L'auto-entrepreneuriat, c'est une partie. Mais on a énormément de gens. D'ailleurs, imaginez, 99% des entreprises de ce pays sont des PME. Au cœur, c'est le cœur économique du pays. 95% de ces entreprises sont unipersonnelles. Donc, c'est auto-entrepreneur ou une société individuelle. Oui. Avant, on appelait ça une EURL, entreprise individuelle. Mais c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas un mouvement post-Covid qui dure 18 mois. C'est une lame de fond. Troisième chiffre, et je crois que la jeunesse porte ça, et je crois qu'il faut aussi leur rendre hommage, parce que moi, j'en ai ras-le-bol, pour le dire simplement, des espèces de discours ambiants sur la jeunesse fainéante. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on ait des gamins de 18 ans qui soient feignants et qui ne veulent pas bosser.
Je crois qu'ils veulent bosser autrement. Je crois qu'ils nous ont vus, nous, les parents ou leurs grands-parents, s'escrimer à bosser métro, boulot, dodo, dans des boulots où il n'y avait pas de sens, Bah oui. où à la fin de sa vie, on se demandait à quoi on avait passé 45 ans. Et franchement, c'est assez légitime de leur côté de se poser des questions. Et donc, je pense que cette quête de sens que énormément de gens en France, et pas uniquement des jeunes, affirment, elle est extrêmement profonde. Et en fait, vous avez aujourd'hui plus un Français sur 52% des gens qui disent on est frustré de ces équilibres, laissez-nous organiser notre vie. C'est dur d'être indépendant, mais tu es libre de bosser quand tu veux, tu es libre de bosser plus ou moins, Oui. tu es libre de voir tes enfants, T'es libre même d'aller si en chercher vrai... tes enfants à l'école si t'en Ouais, as mais il envie. faut tordre le cou à un truc, et vous allez le tordre mieux que moi, parce que vous êtes plus symbolique que moi. Moi, j'ai que des indépendants autour de moi qui me disent je bosse encore plus depuis que je suis indépendant que quand j'étais salarié ou quand j'étais dans la fonction publique. C'est en fait un indépendant, il bosse tout le temps. Il n'y a pas de jour ouvré, il n'y a Mais pas de c'est ça, il dimanche. faut savoir il y a pas- faire une scission entre C'est la très vie pro et la compliqué. vie perso. Mais moi, j'ai quand même une question à vous poser. L'État, Oui, vous représentez l'État. oui. Comment est-ce que, avec ce changement de monde du travail, du marché du travail, vous nous accompagnez? D'abord, il a fallu qu'on améliore un peu, et je ne vais pas vous casser les pieds trop longtemps, mais on a quand même fait des choses entre 2017 et 2022 qui étaient attendues. On a réformé le RSI, on a créé une allocation aussi pour les travailleurs indépendants ou pour les salariés qui veulent quitter leur job et qui ont un projet d'indépendant. On peut être accompagné pendant plusieurs mois par Pôle emploi et recevoir des émoluments pour être accompagné. On a aussi fait des choses qui sont très importantes. Quand on est arrivé en 2017, Charlotte Tapiro, imaginez un petit peu, il y avait une confusion entre ce qu'on appelle le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Dit autrement, si Alec achetait une voiture et qui s'en sert pour ramener ses enfants à l'école, si un jour il ne payait pas l'URSSAF, on était en droit de venir chercher sa voiture qui est de son patrimoine personnel. Mais ça n'était le cas que pour les indépendants, c'était hyper injuste. Depuis 5 ans, on a remis tout le monde, et notamment les indépendants, au niveau de la mer. Mais il faut dire les choses, ils n'y étaient pas. Ces règles de confusion patrimoine pro et perso, il n'y a que les indépendants que ça concernait. Donc déjà, on les a remis au niveau de la mer. Et vous l'avez senti, pardon, hein, je vous coupe, mais vous avez senti ces évolutions? Vous avez senti ce risque un peu moins présent Indéniablement, justement, c'est vraiment, notamment sur ces 15 ans, nous aujourd'hui avec Super Indep, on accompagne plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs. Et justement, les auto-entrepreneurs en particulier étaient très concernés par cette problématique-là et le fait notamment du mélange des patrimoines. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a eu des baisses de cotisations, il y a eu tout un tas de mesures intéressantes. Aussi, effectivement, la protection des travailleurs indépendants. Le fait, effectivement, qu'on n'ait pas de chômage, c'est quand même un gros sujet quand on est à son compte, systématiquement, et ça peut en effrayer plus d'un. Et on voit vraiment, en effet, qu'il y a tout un tas de mesures qui vont dans ce sens-là. En fait, de la même façon qu'il y a tout un écosystème entrepreneurial qui est en train de se structurer autour de ce mouvement-là, je trouve effectivement qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens à ce niveau-là, même si, bah, évidemment, il y a encore tout un tas de suggestions qu'on est prêt à vous faire et qu'on espère pouvoir vous faire aujourd'hui. Des choses très simples qui pourraient très concrètement améliorer en effet le quotidien, notamment des auto-entrepreneurs et des freelances au sens Moi, large. je vais en poser 3 très simplement au milieu de la table. Mais une autre chose qu'on a faite et qui est importante, c'est augmenter les plafonds pour les chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs. On empêchait quand même la croissance des AE, comme on dit, en bloquant leur plafond de revenus. En fonction d'une entreprise industrielle ou de service, tu avais le droit à quelques dizaines de Je me milliers souviens d'euros. très bien de ça. Bon, on a soulevé ça. Bon. Moi, je crois que vous avez tous les 4 utilisé le mot. C'est pas un hasard. Tous, vous avez dit accompagner. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est accompagner. Parce qu'un indépendant, et d'ailleurs vous ne l'avez pas dit, ce qui démontre bien que vous êtes des indépendants, un indépendant qui se retournerait vers l'État en disant donnez-moi des émoluments financiers, dans le fond, c'est pas un indépendant. Tu prends ton risque quand tu es Bien indépendant. sûr. T'attends pas, C'est antinomique, mais c'est quand même. antinomique. Enfin, tu vois. Et donc, à l'inverse, c'est pas tant le financement. L'indépendant, il s'autofinance, il prend son risque. C'est comment on peut et on doit mieux les accompagner. Moi, je vais vous dire, il y a 3 choses qui me choquaient, et c'est pourquoi je me suis exprimée, et c'est pourquoi je vais porter ce sujet dans les prochains mois, avec l'accord et le soutien, c'est important que vous le sachiez, du président de la République. D'abord, moi, j'en ai marre qu'on ne parle pas assez des indépendants dans le débat public. Comme si on était encore en 1980, avec les salariés d'un côté et la fonction publique de l'autre. OK, au milieu, tu as 4 millions de personnes. Ces personnes, ce n'est pas des invisibles. C'est ceux qui me permettent d'être en plateau aujourd'hui. Qui garde ma fille? Ouais. C'est ceux qui vous permettent d'être là si vous avez un papa ou une maman dépendante à la maison. Qui s'occupe d'eux? C'est ceux qui nous permettent à nous de travailler. Et la réalité, c'est que quand il s'agit, pour ces gens qui ont un statut indépendant,
de faire garder leurs enfants. Quand il s'agit, eux, d'avoir accès au logement, ils viennent parfois faire le ménage chez nous, dans nos bureaux, et eux, ils n'arrivent pas à louer parfois des appartements parce qu'ils ont ce statut d'indépendant. Le troisième sujet que je trouve pas normal, c'est au-delà de la garde d'enfants, au-delà de l'accès au logement, le sujet des services publics. Je suis ministre à Bercy, j'ai des administrations que je pilote, Oui. dont la direction générale des entreprises. C'est toujours la même sensation, et c'est en tant qu'ancienne indépendante que je parle. On est toujours ceux qui rentreront pas dans les cases. À qui il parle quand il a un problème? Alors, Je vais justement, faire en sorte que dans les territoires, dans les régions, dès le début de l'année prochaine, on expérimente dans certaines régions le fait que les indépendants puissent se rapprocher, par exemple, des maisons France Service, qu'ils aient des interlocuteurs. et qu'ils aient des interlocuteurs qui puissent leur parler au niveau des impôts, de la CAF, de la sécurité sociale, parce qu'un indépendant, il est seul. J'aimerais juste réagir sur votre propos, Madame la Ministre, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, où effectivement, et je les salue à titre personnel, beaucoup de mesures ont été prises pour faciliter la vie des entrepreneurs. Mais ne pourrions-nous pas plutôt aller un peu plus loin pour permettre d'avoir un peu plus d'équité entre les freelances? Je prends l'exemple simple d'un président d'une SASU qui est tout seul, qui va bénéficier effectivement de l'allocation retour emploi pendant 18 mois, et cumuler du chiffre d'affaires, passer ce délai de 2 ans, il va pouvoir d'abord bénéficier de l'ARE versée mensuellement et, si l'Assemblée générale le décide, mais vu qu'il est tout seul dans la société, elle dira oui, se verser des dividendes. Et donc, il a gagné 2 fois. Alors qu'un freelance qui exerce sous le statut de micro-entreprise, il ne pourra pas bénéficier de l'allocation retour emploi parce qu'il aura du chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires, ce n'est pas le revenu. Alors qu'en SASU ou en SARL associé unique, on peut faire la différence, mais pas en micro-entreprise. Donc ne faudrait-il pas du coup peut-être une loi pour faciliter l'exercice libéral en indépendance, en micro-entreprise pour ces freelances, pour leur permettre, les premiers mois d'activité, de bénéficier de l'ARE et du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. J'entends, et vous avez raison, quand on crée une société, quand on est indépendant, on n'attend pas les émoluments de l'État. On est d'accord. Mais le président d'une SASU ne les attend pas forcément, mais bénéficie quand même toutefois de cette aide précieuse pour les dirigeants qui vont ensuite passer le cap d'indépendant freelance à chef d'entreprise en créant de l'emploi, par exemple. Moi, je suis toujours ouverte aux propositions, et notamment quand il faut aller plus loin. Donc, merci de la proposition. On va regarder et on peut regarder. Après, la réalité, et comme je n'ai pas l'intention de commencer à faire de la langue de bois aujourd'hui, alors que ce n'est pas ma nature, c'est que ça n'est pas la tendance naturelle vers laquelle nous allons. Je ne ferme pas pour autant la porte, et j'ouvre même la porte à discuter de cette proposition avec vous dans les heures et les jours qui vont suivre, avec grand plaisir. Merci. Pour autant, je le dis en franchise, on n'est pas sur une pente où on va élargir le spectre de la protection sociale dans les conditions actuelles. On a déjà un problème qui est comment financer juste là, maintenant, la protection sociale telle qu'elle est. Et j'étais encore hier soir à Matignon en réunion, c'est pas gagné, parce qu'on a un petit sujet quand même si certains ne veulent pas l'entendre, mais on a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de gens qui vieillissent, et un problème de chômage aussi important chez les seniors, et donc des cotisations qui s'amoindrissent, avec une protection sociale qui est toujours au même niveau, voire plus. Donc on a un problème d'équilibre. Donc on ne va pas naturellement sur le volet de l'assurance chômage dans une perspective d'élargissement. On va plutôt dans une perspective, et Olivier Dussopt l'a porté avec du courage, de concentration et parfois aussi de réduction d'un certain nombre de réalités qui n'existent qu'en France et qui coûtent extrêmement cher, et en réalité extrêmement cher à ceux qui bossent. Il faut dire les choses, à commencer par les indépendants, les entrepreneurs. Tout ça, c'est les charges que vous payez. Je le dis toujours parce que j'étais chez les restaurateurs et chez Thierry Marx la semaine dernière. Ils me proposaient des trucs intéressants, avec un chèque alimentaire, etc. Moi, je suis toujours ouverte. Je n'ai pas le monopole des bonnes idées. Par contre, j'ai appris un truc en politique. C'est comme en foot. En foot, on dit toujours, même si c'est plus très vrai, c'est l'Allemagne qui gagne. En politique, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Donc, on peut élargir. Mais la vérité, c'est que soit ça va se transformer par des augmentations d'impôts des ménages dans les années qui viennent, soit une augmentation des charges. Donc, vous voyez, je fais attention, je ne dis pas un oui, go tout de suite, parce qu'on va plutôt dans une logique de concentration auprès de ceux qui en ont le plus besoin que d'élargissement de la protection sociale. Mais votre point d'équité mérite d'être soulevé, donc ma porte est ouverte.
Greg, est-ce que vous vous sentez seul ou comment vous vous entourez? Comment ça se passe Alors, concrètement? Et le qu'est-ce que vous temps. conseillez aux entrepreneurs qui nous regardent, aux futurs entrepreneurs? Alors pour les futurs, j'ai envie de dire que ça va être un peu compliqué. On a la chance chez Titan d'être un collectif qui est composé uniquement de freelances qui sont expérimentés, qui sont freelance depuis des années, qui ont l'expérience des problématiques légales, administratives qui peuvent se poser avec ce statut-là, et donc qui ont le recul nécessaire pour faire attention justement aux différents problèmes qu'on peut avoir là-dessus. Malgré ça, on en voit encore régulièrement, et moi-même ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'avoir des petits soucis de TVA, etc., avec Mhm. les impôts, avec l'URSSAF. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire que quand on est dans une position où on est entrepreneur depuis de nombreuses années, on est accompagné par des avocats de grande qualité, mais que malgré ça, même à notre niveau, on continue à se prendre les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'il en est des gens qui démarrent? Voilà, et donc là, du coup, il y a un gros sujet pour les gens qui veulent se lancer, et surtout une grande vigilance à avoir sur ces sujets-là. On évoquait les jeunes tout à l'heure avec vous, Madame la Ministre. Alec, par exemple, est-ce que vous avez, vous, dans les personnes qui vous approchent, beaucoup de jeunes? C'est quoi la proportion? Est-ce que vous sentez qu'il y a un dynamisme particulier? Déjà, je veux rebondir sur un sujet, c'est au niveau des aides. Oui. Les aides, moi j'ai ressenti vraiment un changement avant, après, et de plus en plus, c'est que ça permet aux gens de passer à l'action, d'oser davantage. Or, avant, il y avait toujours cette volonté, on évoquait notamment avant le chiffre de 40% par exemple, je pense que ça vient s'amplifier, mais c'était déjà quand même omniprésent. Malgré tout, les gens n'osaient pas. Or, aujourd'hui, de par l'accessibilité à l'information, encore une fois, les accompagnements qui sont présents, et le fait qu'on voit de plus en plus que ça ouvre des portes, les gens osent davantage. Ensuite, concernant la typologie de personnes qui vont vouloir passer à l'action, effectivement, on a des jeunes, des moins jeunes, peu importe, mais 100% d'entre eux sont, et Madame la Ministre, vous l'évoquiez, en quête de sens. Réellement en quête de sens, et veulent aller chercher de la liberté, veulent aller chercher du sens dans ce qu'ils font. Alors, on a vu qu'il y avait des domaines qui étaient plus prisés en termes de freelance. On a par exemple 29% qui sont plus dans les tech et la data, 29% dans tout ce qui est art, on parle de designer, de photographe, 23% dans la communication et le marketing. Est-ce que vous l'avez remarqué que ces secteurs-là sont plus développés? Est-ce qu'il y a de nouveaux secteurs qui permettent d'aller vers le freelance? Moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai un mari formidable. Vous avez beaucoup de chance. Mais surtout qu'il va regarder, donc je ne peux pas vous dire de bêtises, qui est dans le cinéma. Et plutôt que d'écouter parfois les grands sachants de Bercy, parce que moi je viens de l'entreprise, hein, donc je ne suis pas née dans les grandes écoles et dans la haute fonction publique, je suis née dans l'entreprise, j'ai été salariée et puis indépendante. Et un jour, il rentre, il est superviseur VFX, donc il est spécialisé dans les effets spéciaux et dans la prod, dans la post-prod. Et il me dit, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je lui dis, je prends une minute. Il me dit, tu vois, là, j'ai un super jeune avec moi qui a 25 ans, qui s'appelle Arthur. Salut Arthur. Et en fait, c'est marrant parce que, il dit, moi, quand j'avais son âge, Arthur, je rêvais que la boîte dans laquelle je suis me propose un CDI. Tu vois, c'était le Graal. Et donc, on me disait un CDI. Puis après, nos parents nous avaient élevés à base de, une fois que tu as un CDI, tu pourras te mettre un toit sur la tête. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Il faut un CDI pour pouvoir acheter un. Bon. Et donc, on n'est pas si vieux. Enfin, lui, il n'a pas 50 ans. Moi, j'en ai 45. Et donc, on essaye de comprendre pourquoi Arthur, quand on lui a proposé un CDI dans l'entreprise, il a dit non, en fait, je préfère rester en free. Et je pense que vous en avez beaucoup. Et je pense que vous êtes promis à un bel avenir, si je puis me permettre, en termes de collectif. Pourquoi? Mais il faut être très honnête. Pourquoi? Parce que déjà, ça arrange un peu tout le monde. Parce que déjà, pour le patron de l'entreprise, c'est toujours moins cher compte tenu du fait que le coût du travail en France reste élevé. Mais il y a des raisons. C'est pas parce que le méchant État est méchant, c'est parce qu'on doit financer de la protection sociale, et le chômage, et l'assurance, la sécurité sociale. Et donc, vu ce que le coût du travail, même si on l'a baissé, coûte à l'entrepreneur, il peut être tenté aussi de dire go, on fait un contrat de partenariat en freelance parce que de toutes les façons, ça me coûtera un peu moins cher que de t'internaliser. Avant, ça fonctionnait pas. Mais maintenant, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que d'abord, Arthur, il price, comment on va dire, enfin ici vous connaissez, il met des tarifs vachement plus élevés quand il est en free que quand s'il travaillait en tant que salarié avec son salaire. Arthur, au-delà de pricer mieux, bah, il est libre. S'il veut pas faire tel film parce qu'il veut partir en Islande avec sa chérie 3 jours et que c'est prévu depuis 6 mois, bah c'est non, je suis pas dispo en free, donc je suis libre de concilier ma vie perso et ma vie pro. Et puis dans ces métiers artistiques que vous connaissez mieux que moi,
S'il y a des projets qu'il n'a pas envie de faire parce qu'il les trouve laids, moches et inintéressants, bah Arthur, il a le pouvoir de dire non, ça ne m'intéresse pas. Finalement, c'est la De liberté choisir son qui client. drive un peu tout. C'est Donc, une question de sens, ouais, c'est ce qu'on disait. Nous, tout à on l'heure. rentre. En fait, on est des vrais boomers, pour dire le truc. J'ai même appris à mon homme ce qui était vraiment un boomer. Nous sommes des boomers là-dessus. Parce qu'on n'a rien compris. Et Arthur, il symbolise exactement cette tendance C'est ça. à la liberté, à l'indépendance. Mais il s'en sort mieux. Le seul problème d'Arthur, c'est quand il va aller en Islande avec sa chérie ou avec son chéri et qu'un jour, ils vont avoir envie de faire des enfants, ce que je leur souhaite. Là, les soucis commencent. Il a la pression, Arthur. Hein. Non, mais parce que Arthur, quand il aura cette petite merveille qui va arriver, il va pousser la porte d'une crèche. Puis on va lui dire, ah, vous êtes quoi, salarié, fonctionnaire? Ah non, Mais TNS. est-ce que ça va pas changer? Bah, ça, moi, je vais pousser. Je suis en train de bosser Madame avec la la ministre. ministre, mais je suis en train de pousser. Hmm. Mais c'est quand même formidable dans ce pays. La seule nana qui soit restée à travailler plus tard que moi, ministre, en 2021, quand j'ai eu ma fille, c'était une indépendante. Chez la sage-femme, à 8 mois et 3 semaines. Et je la regarde, on a accouché le même jour. J'ai dit, mais quand est-ce que vous arrêtez, vous? Parce que moi, je suis déjà un phénomène. Et vous? Et la nana me dit, mais j'arrête pas, parce que tout ce que je prends avant, Bah, bien je sûr. l'aurai Pas le pas prendre après. Ouais, Et mon fils ou ma fille, il a besoin de 3-4 mois, 2 mois près de lui quand il va naître. Vous trouvez ça juste? Je le dis avec force, parce que je trouve ça injuste. Et dans ce pays, on parle beaucoup d'égalité des chances. Il n'y a pas d'égalité des chances sur la garde d'enfants pour les indépendants. Il n'y a rien. Tu as des crèches privées, et encore, il faut qu'ils aient réservé des berceaux. Donc, je suis en train de bosser, je ne rentre pas dans la technique sur le comment. S'il faut que l'État finance un peu, on financera. Mais moi, je vais porter des propositions en 2024 là-dessus. Mais ça, C'est pareil important. pour le logement. Vous pouvez très bien gagner votre vie, les restaurateurs le subissent. Vous arrivez à la banque, mais imaginez un peu, vous gagnez 7 000 ou 8 000 euros par mois, vous travaillez 20 heures par jour, et quand vous allez voir une agence immobilière et que vous présentez votre dossier, Mais ça suffit pas. on vous dit, vous gagnez bien votre vie, mais c'est quoi votre métier? Ah, vous êtes restaurateur, Mais- vous êtes indépendant. C'est quoi cette suspicion? Alors, moi, je voudrais vous utiliser un peu, Madame la Ministre, et surtout que nos entrepreneurs ici puissent avoir cette opportunité. Vous avez une ministre sur ce plateau. Qu'est-ce que vous voudriez lui demander? C'est fait- Noël bientôt. Pour Allez-y. rebondir, C'est Noël. Regardez, elle prend son papier, elle prend son crayon. Je note. liste Non, au c'est Père Noël. important. Non, mais Mignon. c'est super important. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, pour moi, le sujet, c'est pas tant est-ce qu'on peut avoir effectivement du financement en plus. Ce qu'on a dit, en fait, la plupart des indépendants gagnent plutôt bien leur vie. Alors après, il y a tout un sujet, effectivement, sur les indépendants avec qui on fixe des prix, etc. Mais ça sort complètement du spectre. Ouais. Et on parle plus de problèmes de plateforme, etc. Bref, c'est un autre sujet. En fait, la plupart le choisissent et choisissent même potentiellement de gagner moins d'argent pour avoir plus de liberté. C'est exactement ce qu'on a dit. On peut travailler plus, en vérité, si on est content quand on se lève le matin. On s'en fiche, parce que c'est ça le sujet de fond. C'est pas combien j'ai finalement à la fin du mois. Par contre, en effet, il y a tout un tas de sujets, et notamment le fait de pouvoir justifier ses revenus. Aujourd'hui, c'est une vraie aberration. Et moi, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Quand je me suis lancé, effectivement, au bout de 2 ans, impossible d'obtenir un emprunt pour acheter un véhicule à l'époque. Il me fallait 15 000 euros. Et jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, ces 15 000 euros, je pouvais les sortir cash. Mais c'est juste que, par habitude, je voulais emprunter. Et on m'a dit, bah non, pas possible, vous n'avez pas 3 ans de bilan, c'est pas possible. Donc là-dessus, effectivement, il y a des choses à faire. Mais vraiment, pour moi, le sujet, c'est pas tant le côté financier que vraiment des choses plutôt techniques. Parce qu'en fait, on l'a dit, l'appétence, elle est déjà là. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer. Et on l'a dit aussi, en fait, ce qui fait peur et ce qui bloque la plupart du temps, et nous, on le vit au quotidien avec Super Indep, c'est le côté administratif, lourdeur administrative, risque avec la TVA, notamment, on en a parlé un petit peu. Et là-dessus, il y a vraiment des choses très, très simples à faire que je voudrais vous suggérer, si je peux me permettre. Bien Il sûr. y a une première chose au niveau de la plateforme qui a été mise en place aujourd'hui, donc de l'INPI. On n'est pas les seuls à s'en plaindre. Je pense Non, que non. l'Ordre des experts comptables a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. On ne vous demande pas de tout régler du jour au lendemain. On est conscient que c'est un défi technique extrêmement complexe. En revanche, à minima, ce qui serait très appréciable, c'est un organisme tiers avec qui on puisse communiquer, parce qu'en fait, avec eux, c'est très compliqué. Ils nous prennent un petit peu de haut, voire pour... bref, ils pensent qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et du coup, derrière, on se retrouve dans des situations impossibles. Et moi, concrètement, j'ai eu des auto-entrepreneurs qui ont renoncé à créer leur statut à cause de cette plateforme. Et ça, c'est quand même dramatique, puisque c'est vraiment l'objet, normalement, de ce statut, de faciliter l'accès. Et pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à défendre. Comment est-ce qu'on facilite l'accès à l'entrepreneuriat, et notamment à l'auto-entrepreneuriat? Et là-dessus, il y a un autre point par rapport au risque, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'URSSAF peut aller plus loin, notamment dans sa mission d'information, ce qu'on disait tout à l'heure. Ils font déjà tout un tas de choses, et là-dessus aussi, on a vraiment vu beaucoup d'évolutions sur les dernières années. C'est pour ça que je pense toujours que ça va dans le bon sens, mais notamment sur ce sujet tout simple de la TVA, où effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est génial, on a doublé les plafonds de l'auto-entreprise, ce qui était une super mesure. Sauf que ça a créé une problématique toute nouvelle sur le marché,
ah oui, mais maintenant, un auto-entrepreneur peut avoir à gérer la TVA. Et la plupart du temps, ils sont seuls. D'ailleurs, c'est pour ça que Super Indep, aujourd'hui, a une grosse activité sur ce marché-là en Oui. particulier, ceux qui sont à la TVA, parce que il n'y a personne d'autre pour les accompagner. Aujourd'hui, si l'URSSAF pouvait simplement, une fois par an, regarder les CA et envoyer un mail en disant « Au fait, vous avez dépassé tel seuil, est-ce que vous avez pensé à la TVA ?» Je pense que ça permettrait vraiment énormément de générer beaucoup moins de frustration chez les auto-entrepreneurs en particulier. On enchaîne sur les petites remarques à faire à Madame la ministre. Oui, j'en profite pour rebondir. Évidemment, d'accord avec ce qu'a dit Emilien. Pour pas rentrer dans les détails vraiment légaux, techniques et profonds qui peuvent être compliqués, on se doute qu'il y a une grosse machinerie derrière. Il y a un autre point qui est assez crispant pour beaucoup de gens, c'est la partie technique qui est en amont, c'est-à-dire les sites des impôts, le site de l'URSSAF par exemple. Au jour où on enregistre cette émission, le site des impôts est à moitié indisponible depuis 3 semaines. Donc on a vraiment des problématiques à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà une grosse complexité pour les gens qui sont indépendants de comprendre les tenants et les aboutissants des parties légales qui sont derrière. Mais si en plus les accès qu'on a à ces outils-là sont défaillants ou peu accessibles, ça aide vraiment pas à s'y retrouver. Donc il y a un vrai gros sujet là-dessus. Et enfin, tous les indépendants qui nous regardent savent que voilà, passer par le site des impôts, le site de l'URSSAF, c'est parfois un parcours du combattant. Alec, une remarque? Oui, complètement. Pour ma part, ce sera un point un petit peu différent, mais complémentaire à ceux qui ont été cités. C'est que, et vous l'aviez évoqué d'ailleurs, c'est l'accessibilité à l'information au global. Et j'ai observé beaucoup de personnes veulent se lancer, mais finalement ne se lancent pas, de par le fait qu'ils ont peur et ils ont des croyances liées au fait que de toute façon, ça va être trop compliqué, de toute façon, ils vont payer trop d'impôts, de toute façon, voilà, il y aura une complexité administrative ou complexité d'exécution qui fait que ça va éteindre naturellement cette petite flamme d'ambition qu'ils ont. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de potentiel ou n'ont pas de compétences. Loin de là. Non, mais ça paraît être une montagne à gravir pour Exactement. pouvoir juste monter sa boîte qui, en fait, finalement. Alors, c'est marrant parce que moi, quand j'ai monté ma boîte, je trouvais ça assez simple, finalement. Il y avait, on a quand même la chance d'être dans un C'était pays. quand? C'est pas indiscret. pardon. C'était en 2011. Ça a évolué. Alors moi, j'ai monté à peu près dans les mêmes années. À l'époque, j'avais trouvé 2 choses. J'avais trouvé, un, que c'était pas facile d'avoir accès à l'info. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs de statut. Bah, moi aussi. Et donc, j'ai dû repayer mon avocat par 2 fois pour reprendre mes statuts. Et puis, c'est pareil, on me dit, oui, ça coûte rien, tu vas voir. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays où ça coûte pas énormément d'argent. Bon. Mais c'est la notion du rien qui est intéressante. Parce que moi, ça m'avait quand même coûté 3 000 € avec l'erreur des statuts et les timbres fiscaux. Alors, 3 000 € pour des gens, c'est peut-être rien, mais Oui, pour moi, quand on monte c'était sa- pas rien. non, mais quand on monte Non, sa mais- boîte, ça a du sens quand même. Ouais, mais tu vois, enfin, vous voyez, le 3 000 € plus 1 500 € dans le capital, moi, j'avais pas d'argent, j'étais au chômage, hein. Il y a des ministres qui ont des parcours, des vrais parcours. C'est ça qui est Et merveilleux. heureusement que j'ai pu mobiliser une partie de mon chômage pour pouvoir monter cette entreprise. Parce que 4 500, 5 000 €, alors on dit c'est rien, mais comme me disait mon père, encore faut-il les avoir. Bien sûr. Et Euh, un point, excusez-moi, allez-y, mais vas-y. c'est qu'il ne faut pas oublier que le but de l'entrepreneur lorsqu'il se lance, c'est qu'il se concentre sur son projet. Et qu'effectivement, 3 000 €, c'est pas rien, mais surtout, au-delà de l'argent, c'est le temps, la charge mentale, l'énergie à déployer pour tous ces éléments, alors que finalement, la seule chose qu'il devrait faire, c'est trouver des clients, les délivrer et pouvoir Et- atteindre ses Et objectifs. facturé. Et Exactement. facturé. Alors justement, on va faire appel tout de suite à notre expert puisqu'il va nous parler des différents points sur les possibilités juridiques offertes pour les freelances. On écoute tout de suite, l'expert nous éclaire. Merci Charlotte. Juste une petite proposition à la ministre pour les indépendants qui exercent en société avec un taux à qui a un taux à l'IS, impôt sur la société réduit à 42 500. Si on peut augmenter le plafond un petit peu à 60-65 000, ce serait une aubaine pour les indépendants qui exercent en société. Sans J'adore plus j'adore ce attendre. moment de négo. C'était l'expert nous Non, négocie. mais en attendant, c'est un expert. Je sais pas Ah bah, s'il c'est- il nous éclaire, mais en tout cas, il Ah bah, a il de va- il bonnes. va- il C'est va la nous deuxième fois éclairer. qu'il a des remarques très justes. Il y a un truc qu'on apprend en politique et que je partage avec vous, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Voilà. Donc, il faut toujours penser, parce qu'une idée comme celle-ci, elle est assez séduisante comme ça dans l'absolu. Quel effet de bord ça a? Que vont dire les patrons de TPE? Que vont dire ceux qui ne sont pas assujettis au taux d'IS réduit? Vous voyez, il y a toujours, et ça c'est un truc qu'on... Quel impact, quelles conséquences ça a sur celui qui est juste à côté de l'indépendant que vous mentionnez? C'est pas un nom, c'est juste vous dire,
et ça je l'ai appris en politique, parfois il y a des très bonnes idées qui paraissent hyper séduisantes, mais dont tu regardes ensuite l'impact, ce qu'on appelle les effets de bord ou les effets dits d'aubaine, et en réalité ça crée plus de problèmes que ça en solutionne. Mais ça peut se regarder. Merci. Alors, Mais vous imaginez quand même que c'est un avantage, quelque part, entre gros guillemets, un peu indu, qu'on donnerait, en gros, on élargirait le champ de l'impôt sur les sociétés à taux réduit. oui, Donc ça aurait deux conséquences directes. Un, à Bercy, ils ne seront pas très contents parce que ça fera moins de sous en réalité, parce que vous en gardez un peu plus dans le giron de l'IS à taux réduit. mais on les récupère de l'autre côté avec la TVA, puisqu'on va plus consommer. Ouais. Mais le différentiel est-il positif? Vous voyez, c'est le genre de question qu'on pose à ce qu'on appelle la DB, la DLF. Bon, à Bercy. tu prépares ça et la prochaine fois, hein, Avec plaisir. on y va? Alors, Tu nous éclaires un peu, s'il je te vais plaît? essayer de vous éclairer. Alors, pour un indépendant, soit il se met en micro-entreprise, Ouais. et là c'est simple, pas besoin d'un expert comptable ou d'un avocat. Il déclare son chiffre d'affaires tous les trimestres et le taux est fonction du régime. Soit c'est un prestataire de service et c'est 21,2 grâce à l'effort que vous avez fait parce qu'avant on était à 22%. Soit on est vente de marchandises et là on est à 12,3. Sinon, on crée une société, on sollicite un avocat ou un expert comptable et on choisit la forme juridique qui sera en adéquation avec l'activité qui sera générée par l'entreprise. Et ensuite, du coup, vous allez créer de la valeur, vous allez apporter votre valeur ajoutée dans cet écosystème et avec vos conseils, vous réussirez à générer du cash flow pour financer vos projets personnels et professionnels. Parce que le but, quand on est indépendant, c'est de devenir chef d'entreprise, créer de l'emploi pour justement trouver du cash qui pourrait financer cette augmentation du plafond de réduction d'IS à 60 000 euros par exemple. Voilà ce que pouvait dire l'expert vous éclaire entre guillemets. Non, il nous éclaire, il faut toujours avoir un Wahib à côté de soi. Et d'ailleurs, on regarde tout de suite du contenu qui a été préparé par Hey Basilou. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, on va parler des formes juridiques pour une entreprise. Pour savoir quelle forme juridique choisir, il y aura différents critères à prendre en compte. Tout d'abord, le type d'activité, mais aussi le degré d'administratif, la forme de rémunération et d'imposition du dirigeant, son statut, la portée et le niveau de risque du projet. On va voir tout de suite les avantages de la micro-entreprise. Premier avantage, c'est que l'administratif sera hyper simplifié, notamment au niveau de la création et de la comptabilité, par exemple. Deuxième avantage, la rémunération nette sera hyper optimisée selon ta situation personnelle et ton activité, notamment parce que tu peux bénéficier de certaines aides comme l'ACRE ou parce que tu peux avoir très peu de charges, comme dans le cas d'activités de conseil par exemple. Et enfin, troisième point, tu vas limiter tes risques en te lançant pour ton activité. Allez, je vous rends l'antenne, à la prochaine. Alors effectivement, on a beaucoup appris avec Hey Basilou qu'on retrouvera la semaine prochaine. Alors, autre étude qui nous a été remontée, selon l'article du Parisien, 84% des freelances ne veulent pas retourner à plein temps en CDI, ce qui est plutôt intéressant. Et Raïbed est allé à la rencontre de freelances pour recueillir leurs témoignages. Salut les amis, cette semaine je vous embarque avec moi, on va à la rencontre de freelance pour leur poser des questions sur leur choix de carrière. Allez, let's go. Pourquoi es-tu devenu freelance? Travailler avec qui je veux, quand je le veux et à ma manière. Pour avoir une certaine liberté qui est géographique. C'est de pouvoir gérer son temps, choisir ses clients. Être libre. La liberté, le fait de pouvoir tout gérer, de ne pas avoir de compte à rendre. C'est la liberté. On peut prendre du repos quand on veut, etc. Faire ce que j'ai envie de faire à ma manière et avec l'agilité de m'associer avec qui je veux. On est acteur de son changement et de sa passion. Quel est le plus gros inconvénient? C'est d'aller chercher ses clients. La gestion du temps. Il faut bien s'organiser pour être productif. Et savoir poser des limites, déterminer les week-ends. C'est sûrement la solitude. Il faut réussir à trouver un équilibre pour pas non plus travailler tout le temps. C'est ce changement de rythme, d'instabilité qu'on impose au niveau du foyer, au niveau du couple. Comment as-tu fait pour avoir tes premiers clients? Démarchage téléphonique, démarchage en boutique. Mes premiers clients, je leur ai fait goûter. Le réseau. Le réseau. Aussi bien les réseaux d'entreprise que aussi les annuaires en ligne. Est-ce que tu retournerais en CDI? Jamais. Non. Et je ne reviendrai jamais en CDI. Jamais. C'est pas fait pour moi. Est-ce que tu te sens isolé? La solitude du dirigeant, on l'a toujours, même quand on est bien entouré. Oui, il m'arrive donc de me sentir parfois isolée. Pas du tout. Il y a cet esprit réseau donc qui fait que je peux voir beaucoup de monde. Ça a pu être le cas au début. Parce qu'au début, je travaillais de chez moi. Il y a quand même beaucoup de moyens qui s'offrent à nous pour ne pas le rester trop longtemps. Est-ce que tu fais partie d'un collectif de freelance? Oui, je fais partie d'un réseau d'affaires. Eh bien oui, un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Utopia. Oui,
Je fais partie de plusieurs collectifs de freelance, à la fois spécifiques à mon métier, mais aussi dans des collectifs plus variés. Merci beaucoup Raibed pour ce micro-trottoir, enfin micro-bureau j'ai l'impression plutôt, qui était hyper intéressant. On se retrouve tous un peu là-dedans et on parle maintenant du collectif, c'est-à-dire qu'en fait on est seul mais ensemble. C'est un peu ça hein, qu'on voit. Exactement, ouais, c'est vraiment cette fluidité-là qu'on va chercher avec ce modèle-là qui permet du coup d'intervenir plus facilement chez des clients en fonction des besoins des clients. Donc il y a plusieurs formes aujourd'hui que les collectifs peuvent prendre. Souvent, les collectifs sont assez petits. Ça va être 2, 3 freelances qui vont se mettre ensemble tout simplement parce que soit ils se connaissent bien, soit ils ont déjà travaillé ensemble. Souvent, ils ont des compétences qui sont complémentaires. Mais c'est vrai que le modèle peut être un peu des fois limité dans la mesure où il va falloir toujours trouver un client qui va avoir besoin des 3 personnes, mettons, qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on a une mission où il y a besoin de 2 personnes ou de 4 personnes? Donc c'est pour ça que nous, chez Titan, on a cette taille un peu plus grosse qui nous permet justement d'intervenir plus facilement chez nos clients en fonction des besoins et d'avoir des fois un seul freelance qui va intervenir sur un sujet, mais des fois une grosse dizaine aussi qui peuvent Bon, c'est de intervenir. l'agilité en fait. Complètement. C'est vraiment, et c'est ce qui va avec l'essence même du freelancing, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment cette souplesse qu'on apporte par rapport à du CDI et qui se retranscrit évidemment dans l'approche des collectifs. Complètement, et je rebondirai aussi sur un sujet, outre la partie collective, c'est la partie communautaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est capital de permettre aux gens de se réunir, de se connecter, que ce soit grâce à des solutions digitales, mais aussi grâce à des solutions physiques. Nous, dès qu'on en a l'opportunité, on organise des after-work, des choses comme ça, où 200, 300, 500 entrepreneurs viennent se réunir, créer des partenariats, se rencontrer, trouver des clients, peut-être même des associés. Et c'est absolument capital de mettre en place ce genre de choses pour permettre aux gens d'avancer. Hey, salut les amis! Madame la ministre, quel honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bon, vous nous connaissez avec Fatia, on aime partager les opportunités. Et j'ai un entrepreneur, il a été audacieux. Il a tout fait pour pouvoir vous rencontrer. Il va s'incruster sur le plateau, comme je le fais d'habitude. Comme on l'a évoqué dans l'émission, la solitude et le manque de soutien peut être compliqué pour un entrepreneur. Et que sa solution, elle peut servir et répondre à un réel besoin. J'espère que vous allez l'écouter et comme vous l'avez fait pour nous, vous allez pouvoir le booster. Allez Kamel, à toi de jouer! Alors merci beaucoup Raibed, j'adore. On accueille Kamel sur ce plateau. Ça va Kamel? Ça va très bien, merci. J'adore quand Raibed, c'est tellement à son image tout ça. Bon bah on vous écoute Kamel. Déjà, merci On n'a plus le Raibed choix, là. pour l'opportunité. Alors effectivement, moi j'ai justement, on parlait de quête de sens, etc. J'ai quitté ma boîte, c'était une grande banque internationale il y a 5 ans, j'avais 40 ans, justement pour apporter un peu de sens à ce que je faisais. Et j'ai créé OnlyOne. OnlyOne, c'est une fintech à impact. L'objectif et la mission d'OnlyOne, c'est d'encourager un maximum de personnes à démarrer leur transition écologique. Alors, c'est du particulier aussi aux TPE-PME. Pour les TPE-PME, ce qu'on lance aujourd'hui, c'est une plateforme financière et extra-financière. Parce que dans les petites entreprises, on n'a pas forcément toujours un responsable RSE, on n'a pas forcément les bonnes informations, on ne sait pas par où démarrer. Il y a un manque de moyens aussi. Et l'idée étant de rassembler en fait toute cette technologie financière avec ces technologies aussi extra-financières pour permettre à la fois de piloter son activité de manière sereine, donc la gestion de son compte professionnel, les cartes business pour ses salariés, la possibilité de faire sa comptabilité simplifiée. Et l'idée étant de rassembler toutes ces informations pour commencer déjà, par exemple, à faire un bilan carbone. C'est la première étape déjà. Pourquoi? Parce que sans mesure, pour nous, il n'y a pas de pilotage. Donc l'idée étant d'avoir un 4 piliers qui est estimer, donc estimer l'empreinte carbone, la comprendre, être guidé et ensuite agir. Et vous avez lancé, Madame la Ministre, il y a très, très peu de temps, une plateforme, Mission Transition, qui justement accompagne les entrepreneurs, effectivement, parfaitement. Et merci pour ça, parce que je pense qu'effectivement, on est beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont l'ambition, en tout cas l'envie de s'engager pour la transition écologique. Mais c'est vrai que sur 340 têtes, comme vous le disiez, ça fait beaucoup de choses. Et malheureusement, il est très difficile de s'y retrouver. Et je pense que notre proposition vient en complémentarité avec ce que vous faites. Et nous, on a besoin aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, avec 3 ans de travail acharné avec l'équipe, d'un soutien, d'un coup de pouce pour pouvoir accélérer. Et ce qui serait formidable, c'est de pouvoir vous rencontrer, vous et vos équipes, pour voir ensemble comment votre solution et la nôtre peuvent être complémentaires et comment on pourrait justement faire accéder à toutes ces TPE-PME à la transition écologique et à ces outils qui permettent d'y arriver. Alors Madame la Ministre, vous nous montriez quoi sur votre téléphone? On ne l'a pas vu. La plateforme dont vous parlez à l'instant même. Alors, moi, je suis un peu embêtée parce que vous avez soulevé plein de soucis, si on est poli. Bon, le site des impôts remarche. Je ne sais pas s'il y a une bonne nouvelle. Mais il remarche.
je suis toujours très inquiète quand on dit que le site des impôts ne marche pas, non pas parce que je suis pingre, mais parce que c'est un des sites les plus robustes qu'est l'administration. C'est d'ailleurs là qu'on met, quand on a des crises, toutes les coordonnées, les démarches à faire, les inondations ou la crise de l'eau à Mayotte, toutes les infos sont là. Impôts.gouv.fr. Bah oui, mais c'est dommage parce que vous avez Emilien a posé des idées, bon, Alec aussi, et je peux pas leur répondre. Je voudrais quand même juste revenir une seconde, si vous m'autorisez, sur le guichet unique. Ça a pétaradé pendant plusieurs mois. Donc je ne vais pas vous faire de la politique de bas étage en disant mais non, ça marche très bien. Bon. Après, je reviens un quart de seconde sur le pourquoi. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai monté ma boîte en 2012-2013, vous voyez, j'avais 6 centres de formalité. Je ne savais pas où aller. Et en réalité, c'était encore plus compliqué avant. C'est pas satisfaisant aujourd'hui, je le dis très clairement, et je sais que l'INPI travaille. Je sais que ils savent que Bruno Le Maire et moi-même ne sommes pas très contents de la façon dont ça s'est déployé. Vous êtes tous des entrepreneurs, ne sous-estimez pas la complexité qu'il y a derrière, puisqu'en fait, il y avait plein de gens, les greffiers, les machins, qui avaient des fonctions habituellement en création, et on a bougé tous ces gens. Donc, quand vous travaillez dans l'État et que vous êtes une entrepreneuse comme moi, à la base, le truc qui vous tétanise à chaque fois, c'est à quel point ça peut être compliqué de faire bouger des gros bousins comme ça. C'est encore plus compliqué que j'avais pu l'imaginer. Ça a pétaradé. On doit nos excuses aux entrepreneurs. Donc c'est très clair, et Bruno et moi-même l'avons fait plusieurs fois. Au-delà des excuses, on vous doit que ça marche dans les semaines et mois qui viennent. Et donc je peux vous garantir que ça travaille et que c'est en train de s'améliorer. Mais ça me semblait important de le dire. Vos idées, elles sont intéressantes. Je vois le regard de Charlotte, donc je ne vais pas être trop longue. Moi, j'ai besoin de vous. Simplification.make.org. On a lancé il y a une dizaine de jours avec Bruno Le Maire des rencontres de la simplification, justement pour aller traquer les CERFA inutiles, les déclarations redondantes. Bon. Il est indispensable, et je vous le demande, par exemple, Titan, en tant que collectif, prenez une demi-heure. Allez sur simplification.make.org. On est à quelques dizaines de milliers de propositions directes, de vrais gens, d'indépendants, d'entrepreneurs. On n'a pas le monopole des bonnes idées. Prenez un tout petit peu de temps pour nous balancer 4-5 idées, vous, de vos vies de freelance et d'indépendants. On a besoin de vous pour bâtir la loi qu'on va porter au premier semestre, parce qu'on va faire une loi pour simplifier. Et moi, j'ai une chose qui me tient à cœur. C'est ce que je disais au tout début de l'émission. Qu'on ne légifère pas que pour les entrepreneurs de TPE, PME. Il y a avant beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelance. Donc je suis là pour aussi porter des mesures de simplification, et l'expert est bienvenu puisqu'il est affûté. Simplification.make.org. On a besoin de vous qui vivez tous les jours sous ces statuts. Quand on vous demande 4 fois le formulaire B12, vous prenez 3 minutes, ras-le-bol du formulaire B12, et vous nous l'écrivez. Moi, j'ai besoin de cette matière. C'est vraiment un service que je vous demande. Kamel, d'abord, bravo d'avoir pris votre risque. Si je peux me permettre, puisque vous avez pris ce risque et que c'est un de mes grands sujets de prédilection, l'extra-financier, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais je trouve que c'est absolument passionnant et qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière d'accompagnement. Faites gaffe à une chose, si je puis me permettre. On a quand même un tropisme très environnemental. Dans l'extra-financier, il y a du E, il y a du S et il y a du G, vous le savez aussi bien que moi. Le social et la gouvernance est importante. Et on a parfois tendance à considérer que le pilier environnemental. Deuxièmement, effectivement, le mot qui est revenu là dans le témoignage, c'est seul et les quêtes d'information. Moi, quand je suis arrivé l'an dernier et qu'on m'a nommé à Bercy et à Spos, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme aide quand tu es une toute petite boîte et que tu veux faire ta transition écologique? Et donc, je suis allé sur Google, comme on le fait tous, transition écologique TPE. Et là, j'ai vu 200 sites. Je me suis dit, j'ai pas l'info là. Donc, en tant que ministre, j'ai mobilisé l'Inspection générale des finances. Et effectivement, vous avez raison. Elle a noté qu'il y avait, c'est pas une forêt, c'est une jungle, plus de 300 dispositifs d'aide. Et là, si vous voulez, il faut leur dire à Bercy, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut leur dire quelle est votre vie. Votre vie, c'est que vous bossez 6 jours sur 7. Le 7e jour, il reste peut-être 2 heures pour vos enfants pour aller faire un peu de vélo. Et vous remettez à bosser le dimanche après-midi.
Un indépendant, en général, facture le dimanche après-midi ou le lundi très tôt. Et de 17 à 18, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme aide à hauteur de TPE? Bah, il faut qu'on vous amène des réponses faciles. Donc, j'ai créé une sorte de Google, entre guillemets, des aides entreprises que pour les TPME. Il y a une seule chose que je n'ai pas réussi à faire changer, mais je vous rassure, nous sommes en version bêta. Ce qui est aussi une nouveauté pour l'État, hein, c'est que l'État soit en version bêta évolutive. Et donc, c'est mission, transition écologique. Vous avez ici un petit questionnaire qui a été bâti pendant des mois, qui, à hauteur de votre entreprise, Alec ou Émilien, ou d'une toute petite TPE, va vous questionner, vous, sur votre boîte, pas sur des grands agrégats sur la transition écologique, où vous en êtes. Et puis les vraies questions, est-ce que vous avez commencé ou pas commencé? Et c'est pas grave si vous n'avez pas commencé, on va commencer sans critique ou sans ostraciser ceux qui n'ont pas commencé. Et là, on va arriver en entonnoir. En fait, je vous parle d'un truc que vous connaissez très bien, ça veut dire orienter utilisateur, mais ça, dans l'esprit de l'État, c'est assez nouveau. On va arriver non pas sur bam, débrouillez-vous et scrollez 340 aides, on va arriver sur 3, 5, 10 aides qui sont personnalisées, fitées pour votre entreprise et son degré de maturité. Donc ça, on l'a lancé la semaine dernière. Pareil, hein, la version bêta, ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse. S'il y a des choses qui vous paraissent idiotes, si en tant qu'indépendant, vous n'avez pas les réponses à vos questions, c'est l'avantage de ces émissions. Vous pouvez nourrir et surtout, ma réponse, elle est claire, c'est oui, on va monter un rendez-vous. Donc oui, évidemment. C'est la moindre des choses, je dirais même. Donc, je prends cet engagement et on vous recevra avec un de mes collaborateurs au cabinet à Bercy. Mais il est intéressant aussi que vous nous disiez, et je sais qu'on a mes coordonnées ici, que vous me disiez s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur le Google des aides entreprises ou des choses qu'on pourrait faire mieux, que vous n'hésitiez pas à me le faire remonter aussi. Moi, c'est comme vous, si vous n'avez pas de retour d'indépendants sur la plateforme Titan et sur le collectif, vous ne vous améliorez pas. Et donc, moi, j'ai besoin aussi de vos retours utilisateurs pour améliorer. Et on est en V1, la V2 sera au premier semestre 2024 avec toutes les aides régionales aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment à hauteur de TPME. Merci beaucoup, Madame la Ministre, J'ai pas pour tout dit, ces mais éléments concrets. Oui, mais c'est pas grave, vous reviendrez. Mais voilà, Vous je pense reviendrez. que je On viendra à reviendrai, vous. oui. On viendra à vous. Avec On viendra plaisir. à vous. Merci beaucoup pour cet échange transparent, cette proximité, ce futur rendez-vous avec Kamel. Merci Alec, merci Greg, merci Émilien, merci Kamel. Merci Waïb. On vous a proposé plein de petites choses aussi à retrouver sur les réseaux sociaux pour approfondir ce sujet si passionnant, freelance versus CDI ou pas versus, on verra. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?